Chers auditeurs, chers élèves, bienvenue. Eh bien, on attaque aujourd'hui un nouveau thème, un thème que les garçons aiment bien. J'ai jamais vraiment compris pourquoi finalement ça serait plus un truc de garçon. Peut-être c'est un héritage de nos jeux, jadis, plus anciens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être moins prononcé que ça l'était il y a plusieurs générations, et tant mieux peut-être, c'est mon côté antimilitariste ici qui parle. Et donc on va parler, vous l'avez compris, ou je me répète, de la Première Guerre mondiale. Et c'est l'occasion de rappeler combien finalement cette guerre qui nous semble si loin et qui est pourtant si proche, on vient à peine de sortir de son centenaire, a joué comme un tournant dans les mentalités, notamment à cause de l'hécatombe qu'elle a représenté, du nombre conséquent de personnes qui ont perdu la vie durant ce conflit, et la blessure qu'elle a laissée dans les sociétés, tout comme les transformations politiques, notamment en Europe, qu'elle a entraînées. Donc ce sont ces divers points sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. Alors, on est donc dans un nouveau thème, histoire, thème 4, la Première Guerre mondiale et la fin des empires européens. Cette approche de la Première Guerre mondiale et de la fin des empires européens, elle sera déclinée sous 3 séquences. Et donc on attaque aujourd'hui la première de ces séquences, une guerre mondiale et totale, c'est notre grand A. Et on va essayer de s'intéresser à une question et d'essayer d'y répondre. Pourquoi la Première Guerre mondiale représente-t-elle une mutation de la guerre au XXe siècle ? Première partie, une mobilisation de masse. Bon, cette fois, on va faire un plan un petit peu plus enrichi que les fois précédentes, c'est-à-dire que dans chacune de nos parties, on va aborder 3 points. Et le premier point, c'est la marche vers la guerre. La marche vers la guerre, évidemment, c'est une allégorie, c'est une image, mais c'est pour faire comprendre comment on va arriver à cette guerre. Et pour comprendre comment on va arriver à cette guerre, on va d'abord revenir un petit peu en arrière. Le 19e siècle, il est marqué par des rivalités entre les puissances européennes. Des rivalités qui sont en fait la poursuite de rivalités qui avaient eu lieu précédemment, notamment au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il y a un conflit qui est marquant, dont on parle peut-être pas assez en classe, qui est la guerre dite de 7 ans. Et cette guerre dite de 7 ans, pour certains historiens, elle constitue la première forme de guerre mondiale, parce qu'elle va impliquer des empires d'Europe, leurs colonies, et il va y avoir des soldats mobilisés d'un petit peu partout. Bon, restons sur le 19e siècle maintenant. Le 19e siècle, il commence, rappelez-vous, et on l'a vu cette année, avec les guerres napoléoniennes. On les a étudiées en classe, ces guerres napoléoniennes, et elles sont nombreuses. Eh bien, aux guerres napoléoniennes vont suivre d'autres guerres, notamment des guerres entre les Russes et l'Empire ottoman. On a la guerre de Crimée aussi. La guerre de Crimée, c'est une guerre avec des alliances déjà. On a les Russes contre l'Empire ottoman, auquel se joignent la France, le Royaume-Uni et le Royaume de Sardaigne, par exemple. Et puis, on l'a étudié aussi, la guerre franco-prussienne, avec la défaite de la France en 1870. Donc, des rivalités entre les puissances européennes, et au XIXe siècle, il y en a eu des nombreuses. Elles ont été légion, d'une certaine façon. On a parlé de la révolution industrielle, et on a vu aussi que les puissances européennes se lançaient dans une course aux colonies. Et cette course aux colonies, elle va générer des tensions. Diapositive 1 et diapositive 2. La première diapositive, c'est un extrait du supplément illustré du petit journal, qu'on utilise souvent, qui est une allégorie des tensions qui existent entre la France et le Royaume britannique à propos de Fashoda. En fait, les Français, ils ont entamé une conquête de leur empire colonial
d'ouest en est, alors que les Britanniques, ils la font du nord au sud. Donc il y a un moment où ces deux opérations de conquête, elles se croisent. Un point de tension autour du Soudan, à Fashoda, dans lesquels on a des armées françaises et des armées britanniques qui vont se faire face. On aurait pu penser que ça allait tourner vers un conflit, mais la France et les Britanniques arrivent à trouver un accord entre eux. La deuxième diapositive, elle vient aussi du Petit Journal, de l'édition du 24 septembre 1900. Vous voyez qu'on n'est pas loin avant la Première Guerre mondiale. Et il illustre les tensions sur le Maroc entre la France et l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on note dans nos cahiers? On note que la course aux colonies, elle a généré des nouvelles tensions. Des tensions qui sont évidemment politiques et qui sont liées à l'économie. Il y a cette volonté de prendre le contrôle de colonies pour servir le développement économique des empires au moment de la révolution industrielle. Et face à ces tensions, les pays d'Europe, ils vont se regrouper en alliance, avec l'idée qu'à plusieurs, on est moins exposé à une attaque que quand on est seul. C'est un principe qui est déjà bien connu. Alors, ces alliances, on peut les illustrer. Si vous ouvrez vos livres à la page 112, vous aurez sous les yeux une carte qui représente ces alliances. Je vous invite aussi à regarder la diapositive numéro 3. Elle est peut-être un petit peu plus claire, du moins elle est un petit peu plus riche, et l'image est plus grande, je vous l'accorde, que celle qui est présente dans vos manuels. Bon, l'idée c'est quoi? Identifiez-moi les deux camps. Regardez cette carte et c'est quoi les deux camps? Les deux grandes alliances. Bon, ça y est, vous les avez. Alors, c'est simple. On a d'abord la triple entente, à laquelle ça fait face la triple alliance. Parfois, on parle de la triplice pour la triple alliance, et on parle de l'entente tout court pour la triple entente. Alors, triple, ça sous-entend qu'il y a trois grands acteurs. Bon, la triple entente, l'entente, c'est l'Empire français, l'Empire russe et l'Empire britannique, d'une certaine façon. Les Anglais, qui sont déjà le Royaume-Uni. Et face à eux, on a ceux qu'on appelle aussi les empires centraux, ceux qui sont pris en tenaille entre la Russie, la France et le Royaume-Uni, avec l'Empire allemand, d'abord, et son allié, l'Empire austro-hongrois, auquel il ne faut pas oublier d'ajouter l'Italie. Alors c'est un petit peu compliqué parce que l'Italie, elle a passé des accords secrets, elle, avec des membres de la triple entente qui seront révélés plus tard. C'est-à-dire que normalement, on a ces deux grands camps qui sont identifiables. Et faut pas l'oublier, ça fait deux choses à pas oublier, on a aussi l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'en fait l'Empire ottoman, il va s'allier avec l'Allemagne. Il va être en grande partie l'Allemagne va essayer de l'instrumentaliser en lançant notamment un appel, en demandant au calife de lancer un appel au djihad contre les Européens non allemands qui sont présents au Moyen-Orient. Ça va pas réellement marché. Finalement, l'Empire ottoman est déjà en train de s'essouffler et de s'effondrer sur lui-même. Bon, je n'irai pas plus loin parce que c'est pas le cœur de notre propos. Bien comprendre qu'on a deux alliances. D'un côté, la triple entente avec la France, les Russes et les Anglais. De l'autre côté, la triple alliance composée des empires centraux, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Italie dans une certaine mesure et l'Empire ottoman qui s'ajoute. L'Italie partira de cette alliance, mais pas l'Empire ottoman. Donc il y a des tensions et il y a des groupes qui se sont constitués. Il manque plus que la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Diapositive numéro 4 et diapositive numéro 5. On a ici une illustration, des illustrations de ce qui va mettre le feu aux poudres. La première diapositive, elle est encore extraite ici du Petit Journal et elle revient sur l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est un attentat. C'est l'attentat de Sarajevo qui a lieu le 28 juin 1914. Sarajevo, c'est
dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine, qui à l'époque est une province qui est peuplée de Slaves et qui est rattachée à l'Empire austro-hongrois depuis 1908. C'est une annexion, et cette annexion, elle est contestée notamment par un État, la Serbie, qui rêve de fabriquer un grand État qui regrouperait tous les Slaves, la Yougoslavie, et elle est appuyée dans ce projet, la Serbie, par les Russes. Et donc, à Sarajevo, on a l'archiduc François Ferdinand, le prince héritier, qui est présent pour faire de la politique et de la diplomatie à Sarajevo, et il va être assassiné par un Bosnien qui est partisan de cette union des États slaves et qui est du moins opposé à l'annexion par l'Autriche-Hongrie de la Bosnie-Herzégovine. L'image suivante, elle vient c'est la une du Petit Parisien du 29 juin 1914, qui revient sur justement cet assassinat. En fait, cet attentat, il se fait en deux coups. En fait, le matin, l'archiduc, il a échappé à une attaque à la bombe dans un marché, et donc l'après-midi, avec son épouse, ils partaient pour rendre visite aux blessés. C'est à ce moment-là qu'ils vont tomber dans un traquenard, entre guillemets, et qu'ils vont perdre la vie. Bon, vous avez noté quoi, là, normalement, dans votre cahier? Vous avez noté que l'attentat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914, à Sarajevo, eh bien, il va être l'élément déclencheur. Il va entraîner les puissances en guerre. On l'a dit, Sarajevo, c'est une zone de tension. La Russie, elle veut protéger la Serbie, et la Serbie, elle veut ici dynamiter d'une certaine façon les choses. Alors, se déclenche ce qu'on appelle communément l'engrenage des alliances. C'est une expression. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression? Eh bien, qu'on a tout un système qui se met en place. Comme les engrenages, quand il y en a un qui bouge, tous les autres, effectivement, ils vont eux aussi être entraînés dans le mouvement. Leurs mouvements sont liés. On a d'abord l'Autriche-Hongrie qui, suite à l'attentat, va déclarer la guerre à la Serbie. Comme la Serbie est attaquée, l'Empire russe va déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie. Du coup, l'Allemagne, qui est l'allié de l'Autriche-Hongrie, va déclarer la guerre à la Russie. Etc. On est dans l'engrenage des alliances. À partir du moment où on fait tomber un domino, c'est une autre façon de voir les choses, tous les autres dominos vont tomber. La marche vers la guerre, ça y est, la guerre va débuter. Deuxième point, une mobilisation sans précédent. Mobilisation sans précédent, ça sous-entend qu'on n'a jamais vu ça. Ouvrons nos livres, page 115, on s'intéresse au document 2. Le document 2, page 115, c'est un document qui a été publié en 1918, c'est une affiche qu'on doit à Victor Prouvé, qui porte comme titre « Ce que nous devons à nos colonies ». On l'a grâce aux archives municipales de Lyon. Elle rappelle quoi? Elle rappelle finalement que les colonies ont participé à la guerre, que les soldats des colonies ont participé à la guerre. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas ici de rendre hommage aux soldats des colonies pour leur donner plus de droits. Il s'agit de rappeler aux Français que les colonies, c'est quelque chose d'important. On est dans la politique coloniale ici. Je fais un lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. On ne rend pas hommage aux soldats des colonies pour rendre hommage aux soldats des colonies. On rend hommage aux soldats des colonies ici pour dire que c'est un atout d'avoir des colonies et que c'est quelque chose qui apporte à la France. Attention, il y a au contresens, on n'est pas ici en train de glorifier le combat des troupes coloniales pour dire c'est génial, donnons-leur maintenant davantage de droits et reconnaissons-les comme citoyens. Non. D'ailleurs, une partie de ces soldats va demander ces droits et on va leur répondre par une fin de non-recevoir. J'aimerais qu'on s'intéresse à d'autres affiches. On a, c'est la diapositive numéro 6, une autre affiche qui
qui date elle de 1917 et qui est la journée de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales et qui rappelle ici que les soldats des colonies sont mobilisés pendant le conflit. Et on a ensuite deux autres diapositives, la diapositive 7 et la diapositive 8, des photographies qui reviennent. Alors la première c'est une photographie, j'ai plus la source, du service photographique des armées je crois, où on voit des soldats des colonies, et la diapositive suivante est la même chose, hein, des soldats des troupes coloniales présentes sur le théâtre des opérations. Bon, mobilisation sans précédent, c'est le titre de notre deuxième point. On peut noter quoi? On peut noter d'abord qu'il y a 70 millions d'Européens à peu près qui sont mobilisés. Ça fait un nombre de soldats colossal, hein. 70 millions d'Européens, 70 millions c'est le chiffre de la population actuelle de la France. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes mobilisées que ça fait. Auquel il faut ajouter les troupes coloniales. Alors les troupes coloniales, c'est un petit peu plus difficile de l'évaluer. Pourquoi? Parce que les chiffres ont été moins bien consignés qu'ils ne l'ont été. Il nous faut des archives en tant qu'historien pour travailler des données concrètes. Alors pour ceux qui ont travaillé sur la France, on sait qu'il y a eu à peu près 600 000 soldats qui ont été mobilisés, hein, des troupes coloniales, 450 000 qui sont venus sur le front européen, et parmi eux, vous notez pas le détail là, hein, mais parmi eux, on sait qu'il y a eu 48% de soldats d'Afrique du Nord, 38% d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du Sahara, dont des soldats malgaches, et puis 14% qui viennent d'Asie et des autres colonies. Et à eux, il faut ajouter 5 millions d'États-Uniens qui vont eux aussi participer à la guerre à partir de 1917, on va y revenir, et puis on se bat ailleurs aussi, hein. On a des soldats du Japon, on a des soldats en Chine, on a des soldats des troupes navales brésiliennes qui sont mobilisés. Bref, on a une mobilisation ici qui est sans précédent. Sans précédent en termes numériques déjà. Il n'y a jamais eu autant de soldats mobilisés pour un conflit. Sans précédent en termes spatial. C'est-à-dire qu'ils viennent de partout, ces soldats. Et on n'avait jamais vu une telle ampleur de mobilisation géographique, d'une certaine façon. Et puis socialement aussi. Parce que ce sont toutes les sphères de la société qui vont combattre. On va y revenir. Alors, cette importance numérique, là on ne le note pas tout de suite, mais il faut que vous compreniez bien que ça va entraîner forcément un nombre de morts important. Et il va y avoir des changements sociaux après la guerre, et même pendant. Et cette mobilisation sans précédent, eh bien, on va voir par la suite, notamment dans le grand B plus tard, qu'elle n'est pas seulement militaire, cette mobilisation. Alors, du coup, on va se lancer ici dans une définition de mobilisation, on va recopier celle qui nous est proposée dans le manuel, qui va évidemment plus loin que la simple mobilisation militaire. Donc, mobilisation, terme désignant l'emploi de toutes les forces d'un pays pour la guerre, elle peut être humaine, mobilisation générale pour les soldats, économique, économie de guerre, psychologique, censure et propagande. Voilà, ça c'est la définition qui nous est proposée dans notre manuel Hachette pour les séries technologiques de 2019. Alors, on passe au troisième point, une mobilisation de l'industrie. On vient de voir qu'il n'y avait pas que les soldats qui étaient mobilisés. Alors rentrons dans le détail. Mobilisation de l'industrie. Pour ce faire, on va travailler à partir de notre fiche. Je vous invite à consulter donc les documents 1 et le document 2 de la fiche. Le premier document, c'est un tableau qui a été produit par Patrick Fridenson dans Histoire des usines Renault, le seuil 1972. Enfin, je pense qu'on a fabriqué le tableau à partir de son ouvrage, on ne sait pas exactement ici. Et donc il nous montre la production des usines Renault en 1914 et en 1918. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que l'entreprise Renault a fabriqué de moins en moins de voitures. En 1914, on était à 1484, on est passé en 1918 à 553. Par contre, le nombre de camions, il a considérablement augmenté. On produit 1793 camions en 1918 contre 174 en 1914.
Ensuite, les chars d'assaut, il y en avait zéro en 1914. Il n'y avait pas de moteur d'avion non plus en 1914. Il n'y avait pas d'obus de fabriqués en 1914. Pourquoi, quand on regarde la deuxième colonne de ce tableau, on voit que de nombreux chars d'assaut sont fabriqués par Renault, 750 en 1918. Les moteurs d'avion, 5000. Des obus, 2 millions. On voit que les usines, elles ont triplé de superficie et que l'effectif des salariés, il a lui aussi été multiplié presque par 4. Bon, à noter au passage, le pourcentage des femmes qui travaillent, il est passé à 1/3 du personnel et on comprendra tout à l'heure un petit peu pourquoi, même si normalement vous avez une idée dans votre tête. Et les bénéfices, c'est-à-dire que Renault va gagner de l'argent dans cette production. Les bénéfices sur un indice qui était à 100 en 1914 passe à 366. Elle a triplé ses bénéfices et son chiffre d'affaires, il a augmenté. Ça marche ? Bon, alors, ne nous arrêtons pas sur ce simple exemple des usines Renault et avec Anne Rasmussen, dans le périodique L'Histoire, dans ses collections, le numéro 61, le numéro d'octobre-décembre 2013, nous parlait ici de la guerre et de la science. Dans la Grande Guerre, premier conflit total après la révolution industrielle, l'importance des sciences ne se mesure pas seulement à l'aune des innovations technologiques. Les scientifiques ont en effet participé activement à la guerre, chacun à sa façon, chacun selon ses moyens. Comme y invitait le sociologue Émile Durkheim, lui-même trop âgé pour combattre, en élaborant des gaz de combat dans les laboratoires, en théorisant les névroses de guerre, en collaborant avec les états-majors. Il est manifeste que, de 1914 à 1918, des mutations techniques d'importance sont intervenues avec l'emploi massif des chars, des avions, des sous-marins, des gaz ou des explosifs. La capacité à orchestrer une production de masse et son organisation scientifique, alors que la taylorisation était marginale en 1914 dans l'industrie européenne, devint partout le critère d'efficacité. Dès 1915, la pénurie d'explosifs montra que la victoire reviendrait au camp qui maîtriserait la production industrielle à très grande échelle. Bon, la taylorisation, c'est l'optimisation du travail, notamment par la réorganisation des postes. Ceux qui sont affectés à la production font la production, ceux qui sont affectés à l'élaboration des produits sont à l'élaboration des produits, maintenance. C'est une optimisation du travail. Bon, au travers de ces deux documents, que vous retrouvez sous les diapositives 9 et 10, j'aimerais qu'on ajoute une autre diapositive, la diapositive 11, qui est ici une photographie d'une colonne de chars fabriqués justement par Renault. Ce sont les chars FT-17, qui sont célèbres pour ceux qui sont fans d'armement. C'est pas forcément mon cas, mais il y a des experts de la guerre, et ils regardent des photos et ils savent tout de suite quel char est de quel type. Et c'est pas plus mal, parce qu'effectivement il faut savoir replacer les choses, et à partir d'une photo d'un char, on peut dater la photo, en se disant ce char-là il n'apparaît qu'à telle époque, donc forcément ça peut pas être une photo qui est prise avant ou après. Vous comprenez l'intérêt de bien savoir identifier les uns les autres. Nous on note quoi ? Nous on note que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre industrielle. Et cette guerre industrielle, elle mobilise l'industrie, c'est-à-dire que on a une production de plus en plus massive d'armes. Et on peut prendre des exemples. On a l'entreprise Renault qui va produire des véhicules, des camions pour transporter les marchandises, et qui va aussi produire les marchandises qu'on transporte dans ces camions. En grande partie ici, des obus. Elle va fabriquer aussi des tanks. Donc là on a l'exemple avec Renault, mais Citroën va aussi fabriquer des obus. À cette industrie, il faut ajouter les ingénieurs et les scientifiques qui vont innover. On l'a vu au travers de l'article d'Anne Rasmussen. Ils vont produire des gaz, ils vont produire des lance-flammes, ils vont produire des mitrailleuses, ils vont élaborer des tanks. Ils vont aussi améliorer les sous-marins, améliorer les avions, améliorer l'artillerie. Donc tout ça, c'est une mobilisation de l'industrie et du savoir-faire. Alors, il y a aussi des progrès qui vont être faits dans la médecine. On n'est
plus ici dans la guerre industrielle, mais quand on parle des progrès, il faudrait aussi évoquer les progrès de la chirurgie, de l'antisepsie, des transfusions sanguines, de la chirurgie esthétique, hein. Notamment. Il y a un livre qui en parle, qui est une fiction qui en parle quand même malgré tout remarquablement, c'est le livre de Marc Duguin, La Chambre des officiers, un livre qui se lit très bien, que je vous invite à lire. Bon, c'est pas à noter là ce que je vais raconter maintenant, mais c'est important de l'entendre. C'est-à-dire qu'on peut se demander d'une certaine façon si le soldat n'est pas devenu un outil lui-même de la guerre. Et le mot outil est important. Il y a un témoignage qui a été sur lequel on peut s'accorder un petit instant, qui nous est livré par Hans Martens. C'était un étudiant allemand, hein, et il a écrit à sa famille, comme de nombreux soldats l'ont fait, et je vous lis l'extrait. Ce qu'il y a d'atroce dans cette guerre, c'est que tout se fait mécaniquement. On pourrait l'appeler l'industrie organisée de la boucherie humaine. On y prend part avec enthousiasme pour le but, avec mépris et horreur pour les moyens. Bon, Hans Martens, il est mort le 14 juillet 1915, il avait 23 ans, on reviendra sur le coût humain de cette guerre plus tard, mais il faut comprendre ici que Hans Martens, il se demande finalement s'il n'est pas lui-même un simple outil, si c'est pas, il va à la guerre comme on ira à l'usine, hein, pour le dire de façon un petit peu plus crue, peut-être, mais pour que vous compreniez bien la question qu'on voulait se poser ici. Bon, passons à la suite. Petit 2, une guerre sur tous les fronts. Premier point, sur terre, sur mer et dans les airs. Ouvrons nos livres à la page 112. On s'intéresse à deux documents. Page 112, on revient sur la même carte repère, celle qu'on a déjà vue. Et puis sur la page voisine, page 113, on s'intéresse au document 2. Mais c'est la même double page, donc vous ne serez pas perdu. La carte repère, elle nous permet de se rendre compte que on va se battre dans plusieurs endroits, qu'on a des batailles terrestres et des batailles navales. Et l'image numéro 2, hein, qui est le torpillage du Falaba, une lithographie de 1915, qu'on peut voir aux bibliothèques du Congrès à Washington et des États-Unis, qui a été réalisée par Sandy Hook, revient sur le torpillage du paquebot Falaba, un paquebot civil anglais, qui a été coulé par un sous-marin allemand le 28 mars 1915 dans le canal de Saint-Georges. C'est le petit bras de mer qui est entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Donc un cargo civil. Au travers de ces deux documents, on peut voir que si la guerre elle est terrestre, elle est aussi navale. Elle est navale parce qu'il y a un blocus organisé par les Alliés pour l'Allemagne pour empêcher son ravitaillement, et la réponse des Allemands, ça va être des attaques de sous-marins. Les cibles, elles sont militaires, mais les cibles, elles sont aussi civiles. Il y a des bombardements, hein, des villes, notamment via l'artillerie, il y a des sous-marins qui attaquent les paquebots, et pour compléter notre petit tour d'horizon, on a vu sur terre, on a vu sur mer, pour les airs, je vous invite à regarder la vidéo suivante sur les avions. Cette guerre dans les airs, c'est une nouveauté. Et très rapidement, on comprend l'intérêt de l'aviation. C'est une des nouveautés de cette première guerre, la mobilisation des avions. Alors, on utilisait aussi les aérostats, c'est-à-dire ces grands dirigeables au-dessus des tranchées pour gêner, avec des grands câbles, hein, pour gêner les déplacements des avions ennemis et leur repérage. Deuxième point, avant et arrière. Les soldats, ils sont sur le front. Et les fronts, ils sont sur terre. C'est ce qu'on appellerait l'avant. Et quand de rechef, on regarde notre carte page 112, on peut constater qu'il y a peu d'endroits finalement sur lesquels on va se concentrer en Europe les batailles. Alors peu entre guillemets. Et c'est ce qu'on peut noter, hein, c'est que l'essentiel des combats en Europe, il est concentré sur de petites zones. Et ces zones, on les appelle les fronts. Sur le front occidental, ça se concentre au maximum dans 200 km. Entre le 5 septembre 1914 et le 11 novembre 1918, finalement, c'est sur 200 km de largeur que vont se concentrer
les combats, et c'est ce qui constitue le front. Alors le front, il faut le noter en tant que définition, c'est une des deuxièmes notions à connaître par cœur ici. Donc le front, zone contestée par deux forces combattantes, la ligne de front peut être en constant déplacement ou statique. Le front, le front qui constitue l'avant, il va avec un deuxième élément. Il va avec l'arrière, c'est une paire. C'est-à-dire que si les combats ils fonctionnent, c'est grâce à l'arrière. Ça, c'est ce qu'il faut noter dans votre cahier. C'est que les combats, ils existent parce que l'arrière rend opérant les combats sur le front. Il y a d'abord une co-responsabilité, entre guillemets. Ça, c'est pas la peine de le noter, mais le soldat, il combat pour l'arrière. Il est conscient qu'il y a un arrière. Et à l'arrière, il y a qui ? En général, il y a sa femme, il y a sa famille. Donc, il sait pour quelle raison il combat. Par contre, ce qui mérite d'être noté, c'est qu'à l'arrière, on retrouve quoi ? À l'arrière, on retrouve l'industrie. L'industrie et ses travailleurs. L'industrie, finalement, c'est elle qui alimente le front en armes et en munitions. Donc, sans armes, sans munitions, il n'y a pas de guerre. Et les travailleurs, ce sont des ouvriers qualifiés, d'abord. Ceux qui ont un certain savoir-faire et qui vont rester dans leurs usines. On va y revenir. Et puis, comme on manque de travailleurs, on va aussi faire venir de la main-d'œuvre des colonies. C'est le cas, par exemple, avec de nombreux Chinois qu'on va faire venir. Et puis, vous en avez parlé, je pense, largement en troisième. On va mobiliser aussi des femmes. On l'a évoqué avec le tableau de l'entreprise Renault. Ces femmes qu'on va parfois appeler les munitionnettes. Pourquoi ? Parce qu'elles fabriquent des munitions. Et puis l'arrière, aux yeux de certains soldats, c'est aussi l'endroit où on va trouver des planqués. Ceux qui se cacheraient pour ne pas faire la guerre. Attention, ils peuvent pas se cacher. Il y en a quelques-uns qui rentrent dans la clandestinité pour échapper à la mobilisation. Ils sont pas si nombreux que ça, mais il y a ceux qui vont s'arranger pour éviter d'aller à la guerre. Et c'est un historien qui s'appelle Charles Ridel qui parlait par exemple des embusqués, ceux qui allaient parce qu'ils connaissaient un industriel proche de la famille, trouver un poste à responsabilité à l'un des enfants pour éviter que justement il aille sur le front. Les embusqués, c'est le titre de la publication de Monsieur Ridel, vous la trouverez au site. On complète avec le document 3 de la page 113. C'est une autre affiche. Une affiche ici qui est le fruit d'une lithographie qu'on doit à Georges Redon, qui est l'affiche de l'emprunt à la défense nationale de 1915. On y voit quoi ? On y voit une mère qui met un enfant au lit avec au dos le portrait d'un combattant, et puis détail qui a son importance, on a une poupée, une Alsacienne, rappelez-vous, en combat pour l'Alsace et la Lorraine, d'une certaine façon. Donc il faut justifier le combat. Et puis une légende. Pour que vos enfants ne connaissent plus les horaires de la guerre, souscrivez à l'emprunt national, Société Générale. Donc sous-entendu, donnez votre argent pour la guerre. On va y revenir. C'est-à-dire que l'économie, ça il faut l'ajouter, l'économie est aussi au service de la guerre. Il faut la financer, la guerre. Et comment la financer ? En empruntant de l'argent directement aux Français et en augmentant les fonds nécessaires à la réalisation de la guerre. Troisième point, la guerre dans les esprits. Les esprits sont aussi mobilisés. Le document 3 de la fiche est un petit pot pourri de plusieurs extraits de presse qui ont été publiés dans les journaux pendant la Première Guerre mondiale. Alors par exemple, je vous lis le premier, ma blessure, ça ne compte pas. Mais dites bien que tous ces Allemands sont des lâches et que la difficulté est seulement de les approcher dans la rencontre où j'ai été atteint. Nous avions été obligés de les injurier pour les obliger à se battre. Autre extrait, les Allemands tirent fort mal et fort bas. Quant aux obus, ils n'éclatent pas dans la proportion de 80%. Leurs artilleries lourdes est comme eux. Elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu d'efficacité. Et tous les éclats vous font simplement des bleus. Les obus allemands ne sont pas si méchants qu'ils ont l'air d'être. Ces articles ici, ces publications, ces témoignages qui seraient livrés par des soldats et rapportés par des journalistes, ce sont des faux. Ce sont des faux, on est dans la propagande ici. Il s'agit de mentir sur le côté horrible de la guerre, avec un objectif, ne pas décourager l'arrière et continuer à justifier la guerre. On appelle ça de la propagande, tout simplement.
Et pour les soldats, qui eux connaissent la guerre et sa réalité, ils ont une expression pour désigner ce genre de publication. Ils appellent ça du bourrage de crâne. Et pour eux, c'est détestable. C'est détestable parce que quand ils vont rentrer à l'arrière, on va leur dire « Ah, bah ça va, vous êtes tranquille sur le front, vous la coulez douce. » Bon, et eux, c'est pas du tout ce qu'ils vivent. C'est un petit peu comme les profs aujourd'hui et le prof bashing, parce qu'on sait ce que c'est que de travailler en période de confinement, de ne pas vous voir, de ne pas avoir de retour, de se coucher tard pour enregistrer, puis après d'entendre tout le monde. Alors, vous avez repris comme si nous avions arrêté. Et donc, forcément, nous, ça nous choque, comme ça choquait les soldats. Alors, il y aura des petits changements qui seront opérés en août 1917, hein, quand Philippe Pétain va prendre va se voir confier la charge des opérations. Eh bien, il va modifier un petit peu cette stratégie. Et à la propagande s'ajoute la censure, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir publier tout ce qu'on veut publier. Le Canard enchaîné va faire une une avec plein d'endroits blancs parce qu'on lui interdit de dire certaines choses. Donc, on a de la propagande, on a de la censure, on est ici dans une mobilisation des esprits. Les soldats, eux, ils ont conscience qu'il y a une opération de censure qui s'opère. Si on s'intéresse par exemple à un extrait d'une lettre qui a été écrite par Louis Bénard le 22 février 1907. Ma chère maman, je tâche de t'écrire des choses intéressantes, mais la terrible censure est là. Je ne puis te dire grand-chose. C'est que le canon, depuis 2 jours, se ralentit beaucoup. Les Boches ont dû perdre 9,9 km, c'est vrai, mais à quel prix? Bon, au travers de ce témoignage, on comprend que les soldats savent que leurs lettres sont lues et qu'elles sont filtrées d'une certaine façon. Ne passeront pas les lettres qui vont raconter la réalité et l'horreur des combats. Ne passeront pas non plus les lettres qui pourraient transmettre des informations stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a un double objectif pour l'état-major. D'abord, protéger des données qui peuvent être sensibles. Imaginez, il y a des espions à l'arrière aussi. S'ils arrivent à avoir des informations sur où est-ce qu'on va attaquer, l'attaque elle tombe à l'eau. Donc il y a ce premier point. Et puis le deuxième, entretenir le moral de l'arrière. À la propagande et à la censure, dans la guerre des esprits, on peut ajouter l'idée des privations. En Allemagne, notamment, on vit avec beaucoup de privations. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, elle est sous blocus, et les forces des empires centraux, ils sont encerclés, et on évite leur ravitaillement. Et donc, il y a moins à manger. Donc, ces privations, elles ont un effet sur les esprits, bien sûr. Et puis, on l'a dit, enfin, il y a l'objectif pour la classe politique et les régnants, le pouvoir en place, de contrôler la société. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à un document. C'est la diapositive numéro 13, celle que j'ai utilisée pour image d'accroche qui illustre cette audio-capsule. C'est une affiche qui appelle les Français à donner leur or pour la guerre. On utilise ici l'impératif. Pour la France, versez votre or. On vous donne un or. Et puis il y a une petite légende en dessous, l'or combat pour la victoire. Sous-entendu, il n'y a pas que le soldat qui est sur le front. Il y a aussi l'argent que vous donnez qui sert la guerre. On voit ici donc le front et l'arrière, du moins l'économie au service de la guerre. Et puis au milieu, on a une représentation. Cette représentation, c'est quoi? On a un soldat allemand, on le reconnaît avec sa casque à pointe, qui est avec sa baïonnette et qui est en train de livrer combat. Mais il ne combat pas contre un autre soldat, il combat contre une pièce. Sur cette pièce est écrit liberté, égalité, fraternité. C'est une pièce française, c'est un franc, avec un coq, l'emblème du combat français. Et ce coq, il est en train de sortir de la pièce et il agresse le soldat allemand. Un soldat allemand qui est en mauvaise posture. Ici, il est un genou à terre. C'est la pièce qui est en train de l'écraser. C'est la pièce qui est en train de gagner. Et cette pièce, elle est frappée du sceau d'une année, 1915. Donc quand on regarde l'affiche, on se dit, la France est en train de gagner le combat. L'Allemagne a un genou à terre. La pièce la pièce représente l'or de la France qui est en train de combattre. Et si on donne davantage d'or, cette pièce va être plus grande et elle va écraser complètement le soldat allemand. On a ici une mobilisation des esprits. Donnez votre or, on va gagner. On est en train de gagner et on va continuer à gagner. Sauf que en 1915, en réalité, c'est plutôt l'Allemagne qui est en train de gagner. Le front est sur le territoire français, on va rentrer dans une guerre de position, on y reviendra plus tard. Et ceux qui ont le dessus, c'est pas les Français, ce sont les
les Allemands. Mais là, on a l'impression, à regarder cette affiche, que ce sont les Français qui ont le dessus et qu'il ne manque pas grand-chose pour que la France gagne. Et on a une mobilisation ici des esprits. On est dans un document qui compare une part de propagande. Donc, cette guerre, on peut dire qu'elle est totale. Elle mobilise les hommes, elle mobilise l'industrie, l'économie, et elle mobilise aussi les esprits. On est sur une guerre totale. Tous les aspects de la société combattent. Et elle est aussi représentative d'une certaine culture de guerre, c'est-à-dire d'images, de représentations qui vont circuler pendant le conflit. On pourrait y ajouter les dessins des enfants. Les enfants vont faire des dessins qui représentent la guerre, on en a des traces, et ça montre que les esprits sont accaparés par cette guerre. Tout le monde y pense. Sur la capsule suivante, nous attaquerons la troisième partie. Alors, à tout de suite.